Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième partie de ce cours, qui est donc, au lieu de parler de gestion de version de manière générale, on va se focaliser sur le Git. Donc d'abord, on va voir les concepts clés de Git, et donc le plus important, c'est la notion de commit. Donc un commit, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelais une version ou une révision dans les schémas précédents. Et donc c'est un état, donc un snapshot, une capture d'écran de tout le dépôt. Donc tous les fichiers traqués par Git, tous les fichiers suivis par Git, on capture leur version courante. Donc voilà, dans Git, c'est vraiment l'unité de base de travail. La plupart des opérations qu'on va faire se basent sur des commits. Et une propriété, c'est que tout ce qui a été commité peut être récupéré plus tard, sauf si vous appelez deux, trois choses, mais par défaut, il n'y aura pas de souci. Donc comment est-ce que Git identifie les commits? Il les identifie avec un hash qui correspond à l'ensemble des modifications que vous avez faites et le commit parent. Donc un exemple, c'est ce qui est là, E9 EDOF, O0F. Donc ce genre de hash là. Donc qu'est-ce que contient exactement un commit en Git? Donc contrairement à ce qu'on pense, ça ne contient pas la différence par rapport au commit précédent, même si c'est comme ça qu'on les affiche en général, les commits, parce que c'est plus intuitif. Git le stocke comme quel est le contenu de tous ces fichiers, et les métadonnées des fichiers. Typiquement, si vous changez les droits d'accès à un fichier pour le rajouter X pour qu'il soit exécutable, ce sera aussi stocké par Git. Donc chaque commit a aussi un message de commit, ce qui permet d'identifier. Donc pour le fonctionnement Git, c'est inutile, mais pour les humains, c'est extrêmement important pour savoir ce qu'a fait le commit, donc on lui donner un titre, et donner un message en plus, plus détaillé si on a besoin, si on a envie. Et il contient en plus de ça une référence vers les commits parents. Donc en général, il y en a un, mais des fois, il y en a plusieurs. Des fois, il n'y en a pas aussi au début d'un dépôt. Une autre notion essentielle du Git, c'est ce qu'on va appeler donc ça va être en fait des pointeurs vers des commits. Donc il y a plusieurs types de pointeurs vers des commits en Git. Le plus courant, c'est les branches. Donc ça, c'est un pointeur qui est mobile. Donc on va le faire pointer vers un commit, mais on va pouvoir faire évoluer plus tard vers où pointe ce commit-là. Typiquement, quand on va créer un nouveau commit, la branche va être mise à jour en général. Donc, une autre manière de faire des pointeurs, c'est ce qu'on appelle les tags. Et un tag, c'est un pointeur constant. Donc c'est très utile pour dire cette version-là de mon code, elle est très importante. C'est la 1.0.0 de mon projet. Donc je vais créer un tag pour ça. Donc pour créer un message qui va avec. Et ensuite, le dernier pointeur qui est très utilisé dans la doc de Git, et qui sera utilisé aussi dans ce cours, c'est ce qu'on appelle head, qui est en fait juste, ça représente le commit courant. Donc en général, ça pointe vers une branche, mais ça peut aussi pointer vers un commit particulier. Et Git va nous appeler ça une tête détachée dans ce cas-là. Et enfin, le dernier vraiment point clé de Git, c'est ce qu'on appelle les remotes, donc les dépôts distants. C'est ce qui permet en fait de synchroniser avec d'autres personnes, que ce soit des ordinateurs de vos collègues ou un serveur Git. Donc ces remotes-là, ils ont eux-mêmes des branches. Donc on va travailler en fait pas directement avec le remote en général, on va plutôt travailler avec les branches distantes. Et donc si on veut illustrer ces concepts-là, on va se retrouver avec une figure comme ça. Donc au début, Alice a créé sur GitHub un dépôt qui contient juste un README. Donc là, on voit déjà qu'il y a plusieurs choses. Il y a un commit là qui s'appelle 5BA6158. Et il y a une branche, par défaut, la branche est souvent master. Enfin, je crois que ça a changé récemment, mais traditionnellement, elle s'appelle master. Et elle pointe vers ce commit. Donc, pour travailler, donc Alice, on va dire qu'elle avait fait son commit depuis l'interface web de GitHub. Elle va donc faire une copie locale sur sa machine, qui va lui permettre de récupérer exactement le même commit, exactement la branche du serveur Git, qui s'appelle ici origin/master, donc le remote origin, la branche master, et elle a sa propre branche master, qui est un autre pointeur, et qui pointe au même endroit.
Et enfin, en plus de ça, elle a son pointeur head qui est où est-ce qu'est actuellement Alice dans le dépôt, qui est sur ce commit-là. Donc Alice va pouvoir travailler, donc elle va créer un nouveau commit, donc créer une nouvelle version de son projet. On voit ce qui s'est passé là, c'est que head pointe toujours vers master, mais par contre master il pointe vers le nouveau commit. Donc elle continue de travailler, ça fait exactement la même chose. Et par contre, quand Alice va vouloir partager sa branche, elle va faire une commande git push sarasa, et ça va partager en fait les nouveaux commits et leur lien de parenté, donc quel commit à quel parent, et ça va pousser ça sur le serveur. Donc on peut faire ça quand on crée des commits, mais quand on crée des branches aussi, quand on crée des tags aussi. Donc là on va créer un tag qui s'appelle v1.0.0, et on peut aussi le push sur le serveur. Donc on va ensuite aborder les commandes Git elles-mêmes. Donc là c'était les côtés conceptuels, mais on va maintenant voir les commandes. Et ces commandes sont assez déroutantes pour les débutants en Git. Mais en fait elles sont pas incohérentes. Elles sont assez claires une fois qu'on a compris comment Git marche en interne. C'est un peu dommage qu'on ait besoin de comprendre comment marche Git en interne pour que ça devienne clair. Mais c'est pour ça que là je vais un peu insister sur les trois grandes structures de données qu'utilise Git, que vous allez pouvoir manipuler. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le répertoire de travail, le worktree dans la doc de Git, qui en fait est un système de fichiers. Donc vous allez pouvoir vous récupérer une copie de votre dépôt Git et vous allez avoir un ensemble de fichiers, de dossiers, et vous allez pouvoir modifier ces fichiers-là de la manière habituelle avec votre éditeur de texte ou je ne sais quel outil. Donc pouvoir modifier ces fichiers-là, et ça c'est la première zone de travail. La deuxième, donc ce qu'on appelle l'index ou la staging area, ça dépend des commandes de documentation, qui permet en fait juste de créer des commits. C'est ce qui permet de dire le prochain commit à quoi il ressemble. Donc c'est une zone tampon qui permet de faire ça. Donc vous allez vous en servir avant de créer un commit. Et enfin, donc la chose la plus importante, je pense, c'est cet arbre de commits que j'ai représenté dans les figures précédentes, qui lui va contenir l'historique lui-même, quels sont les commits, quel est le contenu des commits et quel est le lien de parenté entre les différents commits. Et en plus de ça, il contient les branches, les tags, donc tous les différents pointeurs vers l'historique Git. Ok, donc maintenant on va passer au premier pas et des commandes de Git. Mais avant ça, on va s'intéresser à comment configurer Git. Donc pour interagir avec Git, vous allez faire tout un tas de commandes, et ces commandes ont beaucoup d'options. Et au lieu de devoir à chaque fois indiquer les options, typiquement si vous préférez tout le temps un comportement plutôt qu'un autre, vous pouvez indiquer ça dans le fichier de configuration de Git, plutôt que de taper ça à chaque fois dans le paramètre de la ligne de commande. Donc il existe plein de fichiers de configuration de Git. Ces fichiers sont des fichiers texte, donc vous pouvez les modifier avec un éditeur de texte. Vous pouvez aussi les modifier avec l'interface de commande de Git. Donc git config permet de modifier les options de config. Alors il y a plusieurs fichiers de config de Git, il y en a plein, mais les deux principaux, on va dire, c'est celui dans votre home qui est commun à votre utilisateur. Donc dès que vous allez taper une commande, ce fichier-là sera lu quasiment en dernier. Et le dernier qui sera lu, c'est celui spécifique au dépôt. Donc si vous voulez spécifier que telle commande va avoir un comportement particulier dans tel projet, vous pouvez le faire à cet endroit-là. Donc les fichiers s'appellent .gitconfig et ils sont dans différents répertoires selon lequel vous voulez modifier. Donc on va d'abord s'intéresser à la création de dépôt Git, donc, ou récupérer une copie locale. Donc pour créer un dépôt local, vide donc, on va se servir de git init. Donc vous pouvez soit créer un dossier, taper git init dedans, donc ça va créer toutes les structures de données de Git en interne, vous aurez un arbre de commit qui est vide, et vous pouvez commencer à travailler avec ça. Ou faire git init le nom du dossier, ça va vous créer un dossier qui contient la même chose. Donc une autre manière de travailler, c'est le dépôt existe déjà. Typiquement, vous l'avez créé sur une forge, sur GitLab, sur GitHub. Ou c'est juste, vous avez déjà travaillé avant sur ce projet-là, il existe déjà. Vous allez pouvoir faire un git clone qui va indiquer comment récupérer le dépôt. Donc il faut lui donner une URL qui contient votre dépôt. Donc cette URL, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être
Ça dépend du protocole utilisé, ça peut être du HTTPS, ça peut aussi être juste un fichier, que vous pouvez faire du Git sur votre système de fichiers. Et ensuite, vous pouvez lui dire dans quel dossier créer le dépôt. Donc par défaut, il va le créer dans le dossier courant, et sinon vous pouvez le dire dans n'importe quel dossier. Donc il y a tout un tas d'options à ces commandes-là. Git clone, elle a des options pratiques, là les 3 que j'ai mises, c'est pour permettre d'éviter de tout télécharger. Des fois, vous avez juste envie de prendre la dernière version d'un projet, et donc pour ça, vous pouvez lui donner ces options-là. Donc lui prendre la profondeur 1, ça veut dire prendre le dernier commit plutôt que tout l'historique. Le paramètre de branche permet de sélectionner sur quelle branche. C'est pas forcément sur la branche master, vous voulez prendre le dernier commit, c'est peut-être sur une autre. Le single branch, je te dis de juste prendre une seule branche plutôt que toutes les autres. Donc, une commande extrêmement utile en Git, qui sera, je vais vraiment citer largement là-dessus en TP, parce que je pense que la plupart des erreurs de débutants en Git, c'est parce qu'on n'ose pas taper Git status. Et Git status, c'est là pour vous guider. Vous êtes en train de faire un truc, qu'il soit simple ou compliqué, il va vous dire ce que vous pouvez faire. Donc il va vous afficher tout un tas de choses. C'est un peu verbeux, quand on ne connaît pas, ça fait un petit peu peur. Mais toutes les infos qu'il donne sont utiles. Donc après, ces informations, il y a d'autres manières de les avoir. Typiquement, si vous avez bien configuré votre shell, vous saurez dans quelle branche vous êtes, vous saurez si vous allez être en situation propre ou pas, donc est-ce que vous avez des modifications qui traînent. Et donc git status, c'est la commande vraiment de base pour avoir ça. Donc il va vous dire sur quelle branche vous êtes, il va vous dire si vous avez des fichiers qui ont été modifiés ou pas, il va vous montrer ce qui traîne dans votre index, donc dans votre staging area, donc qu'est-ce que vous êtes en train de commit, et il va donner pas mal de commandes pour faire des choses. Donc là, il nous dit que on va ce fichier donc dans slides/version control.markdown qui est dans l'index. Donc il sera dans le prochain commit. Et il me dit que je peux me taper cette commande-là, donc git restore-stage de mon fichier, pour ne plus l'enregistrer pour le prochain commit. Et il me dit aussi que j'ai d'autres modifications, mais qui ne sont pas stage, donc qui ne sont pas enregistrées pour le prochain commit. Et il me dit que je peux faire différentes commandes pour faire différentes choses. Donc là, j'ai ce fichier-là que j'ai modifié, fig/branch.assi. Je peux faire un git add pour le rajouter dans le prochain commit, ou je peux annuler les modifications que j'ai faites au fichier en tapant git restore de mon fichier. Donc là, j'ai mis la doc en anglais, enfin, mon ordi est en anglais, mais si vous avez vos fichiers de traduction en français, vous aurez une aide en français là-dessus. Un truc à se rappeler avec de git status, c'est qu'il est utile pour le cas courant, donc là je suis juste en train de créer un commit. Mais si vous êtes en train de faire une opération très compliquée, du genre un rebase qu'on verra plus tard, ou une dichotomie de tout l'arbre pour détecter quand est-ce qu'un bug a été introduit, git status vous dira aussi quelle commande taper, et ça vous sera très utile. Donc, on va maintenant parler de comment créer des commits, quelque chose qu'on fait tout le temps en Git. Et ça se fait essentiellement avec git add et git rm pour ajouter des fichiers dans l'index. Donc git add, il dit qu'il faut rajouter des modifications ou un nouveau fichier dans l'index. Et git rm, il dit qu'il faut supprimer un fichier. Il ne faut plus suivre ce fichier. Donc il va indiquer une suppression. Donc une option pratique de git add, c'est surtout -p, qui vous permet de manière interactive de choisir quel bloc de code vous allez rajouter. Typiquement, vous avez modifié plein de choses dans votre fichier de rapport, mais en fait, vous avez plein de trucs qui ne sont pas finis. Par contre, vous avez fini une sous-section qui est propre, donc vous pouvez faire un commit à part de ça. Et git add-p va vous permettre de choisir quelle section du code ajouter. Git permet de faire ça tout seul. Après, il existe évidemment des interfaces graphiques à Git qui permettent aussi de le faire, comme Git Cola. Mais Git est complètement utilisable juste en ligne de commande. Et je pense que c'est aussi quelque chose de très utile à maîtriser, parce qu'au final, les interfaces graphiques rajoutent assez peu de choses par rapport à Git, une fois qu'on maîtrise les différentes commandes. Donc ensuite, pour créer un commit, c'est simplement git commit, avec en général, si on ne lui donne pas de message, il va nous demander interactivement de créer un message, donc il va ouvrir votre éditeur de texte. Sinon, vous pouvez lui donner ça en ligne de commande. Et une option qui existe et qui est donnée des fois dans certains tutoriels, c'est l'option A, -A ou -all,
qui va ajouter tous les fichiers suivis, toutes les modifications qui les concernent, dans le commit. C'est le comportement par défaut d'SVN. Et moi je trouve que c'est quelque chose d'assez dangereux côté qualité, parce que ça aura tendance à ajouter des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans le dépôt. Donc moi je conseille là-dessus plutôt de faire gaffe à ce qu'on commit. Soit on a tout et on vérifie dans le commit avant de l'envoyer sur le serveur. Soit on rajoute avec l'option "-p" de git add, certains blocs de code. Je trouve que c'est plus robuste. Mais vous pouvez, si vous voulez faire la même chose qu'avec, SVN, vous pouvez faire git commit -all. Donc si on regarde à quoi ça ressemble avec un petit schéma de créer un commit dans Git. Alors on va d'abord créer un dépôt local avec git init, donc ça va créer un dépôt Git vide dans le répertoire courant. Et donc ce répertoire, on peut le modifier avec nos outils habituels, donc c'est dans notre système de fichiers sur notre système d'exploitation. Donc on peut servir dans notre erreur de texte, ici vim, pour écrire des fichiers. Donc on a ici modifié un fichier, créer un nouveau fichier licence et un fichier readme. Donc là j'ai écrit dans la figure qu'ils étaient untracked, ça veut dire qu'ils ne sont pas suivis par Git. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir les ajouter à l'index, donc ça veut dire qu'on veut que ces trucs-là, donc ces modifications-là, soient ajoutées dans le prochain commit. Donc là, ce que j'ai affiché là, c'est donc déjà, ils ont changé de statut, ils sont plus untracked, ils sont staged, donc ça veut dire qu'on veut les modifications qui existent, on veut les modifier, on veut les mettre dans le prochain commit. Et l'index va contenir en fait un patch donc de ce qu'on a à faire. Donc pour chacun des fichiers, il va dire ce qu'on veut faire. Donc là, il dit que le fichier license, on veut créer un nouveau fichier avec tel droit d'accès, donc c'est le RWX du fichier, plus d'autres flags avant. Et ensuite, il a un patch qui va dire à la ligne 0, tu me rajoutes une nouvelle ligne qui contient ça. Et c'est pareil pour les autres fichiers. Et donc ensuite, on va pouvoir créer un commit à partir de cet index-là. Donc ça se fait la commande git commit qui va dire crée-moi un nouveau commit. Et ça va vous créer une branche master et un head qui va pointer vers ce commit-là. Donc on peut continuer à travailler là-dessus. Donc là, on imagine qu'on modifie un nouveau fichier hello.py et qu'on a modifié le fichier existant en readme, qui va nous dire comment appeler hello.py. Donc hello, il est untracked parce que Git ne le connaît pas encore. Et par contre, readme, il a été modifié. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans sa version propre, contrairement à la licence, qui lui est exactement pareil que dans le dernier commit, donc celui sur lequel head pointe. Donc on peut ajouter ces deux choses dans le dépôt, mais en le faisant, en fait, on se rend compte que on veut peut-être pas tout commit d'un coup. On se dit que ce sera peut-être plus pratique pour la suite de séparer ça en deux commits. Donc une manière de faire ça, c'est d'enlever la modification qu'on a faite dans l'index. Et ça, on tape git status, il nous dit que c'est git restore -stage qui permet de faire ça. Il y a d'autres manières de faire ça, donc selon votre version de Git, ce sera peut-être pas cette commande-là qui vous proposera, mais git status vous proposera tout le temps la bonne méthode pour le faire. Donc une fois qu'on est content de notre index, on peut le rajouter et créer un nouveau commit, donc ça met à jour la branche master. Et ainsi de suite, donc on peut... donc le fichier qu'on n'avait pas voulu commit en même temps que l'autre tout à l'heure, on peut maintenant l'ajouter dans l'index et créer un nouveau commit. Et c'est pareil quelles soient les modifications qu'on fasse. Ici, on va modifier le fichier hello.py et changer son droit d'accès. On va le rendre exécutable parce que c'est un script. Donc là, on voit dans le div qu'on a rajouté, on a fait des choses. Donc on a rajouté, on a amélioré l'interpréteur du script, on a ajouté du texte de hello world. Et en plus de ça, on a changé le mode du fichier. Donc on l'a rendu exécutable. Donc ça, il a un +1 dans les 3 modes, ça veut dire qu'il est exécutable. Et ainsi de suite. Donc on va faire un git commit pour créer ce commit, avec le fichier de message qu'on dit, qu'on a fixé l'exemple, on a corrigé le shebang et on a changé le mode d'écriture du fichier. Ok, donc ça c'était pour la création de commits. Donc une fois qu'on a des commits, on aimerait bien pouvoir quand même les visualiser. Et la commande principale pour faire ça, c'est git log. Donc git log, si on le tape juste comme ça, ce sera pas quelque chose de très sexy, ce sera un peu verbeux.
Mais il faut bien voir que la plupart des interfaces graphiques de Git, elles appellent juste gitlog avec les bons paramètres. Donc c'est pour ça qu'on va manipuler gitlog en TP. Donc gitlog, il a tout un tas d'options qui permettent de choisir ce qu'on veut voir, le type de fichier qu'on veut voir, comment est-ce qu'on veut l'afficher. Est-ce qu'on veut afficher tout l'historique ou juste certains fichiers, sur quelle révision je travaille. Donc il y a voilà, plein d'options sympas. Donc les options courantes qui sont pratiques, c'est one line, ça permet de dire affiche-moi une seule ligne par commit, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Graph qui dit affiche-moi les liens de parenté, donc ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Et ensuite, -all, ça permet d'afficher toutes les branches. Par défaut, il va juste afficher votre branche courante et tout ce qui est derrière, dans le passé. Et sinon, vous pouvez aussi transmettre d'autres options d'affichage qui sont les mêmes que git show. Donc git show, lui, il permet d'afficher un commit ou plusieurs commits. Et il a un peu les mêmes options que gitlog. On peut lui dire d'afficher que certains fichiers à certains commits, ce genre de choses. Donc ça permet de vraiment récupérer des choses dans l'historique, de les afficher. Donc ça permet d'afficher des commits, mais aussi des branches, des tags, parce qu'il faut bien voir que c'est des pointeurs vers des commits, donc c'est un peu la même chose. Et donc là, les options vraiment très pratiques pour ça, c'est l'option "-p" ou "-patch", qui permet de dire affiche-moi les modifications qu'on fait le commit. Une autre option très pratique, c'est donc "-p", ça va afficher vraiment la différence, le diff entre plusieurs versions. Il y a gitdiff qui permet de faire ça aussi, hein, mais des fois c'est pratique d'avoir cette option-là dans gitlog. Et ensuite, une autre option très, très utile, c'est stat, qui permet d'afficher le résumé du commit. C'est ce que fait par défaut SVN par exemple, où il va vous dire on a modifié les fichiers. Enfin là c'est un peu plus précis, il va vous dire combien de modifications vous avez faites, combien de fichiers, combien de lignes par fichier. Donc voilà. Donc ça c'était comment visualiser l'historique. Mais on peut aussi se déplacer dans cet historique-là. Ce qui est possible de différentes manières. Donc se déplacer dans l'historique, ça veut dire plusieurs choses dans Git. Faut voir que il y a head, donc qui est un pointeur vers le commit courant. Donc vous pouvez juste déplacer head, mais en gardant votre répertoire de travail inchangé. Donc dans certains cas c'est pratique, on verra plus tard en TP pourquoi. Mais en général, vous voulez complètement changer head et votre répertoire de travail pour qu'ils correspondent avec head. Ça se fait avec la commande git checkout, qui permet de dire je veux que ma situation actuelle ce soit telle branche ou tel commit, et je vais mettre à jour le répertoire de travail pour qu'il corresponde exactement à ce commit-là. Si vous voulez pas changer votre historique de travail, ça se fait avec git reset, qui j'utilise moins souvent, mais qui est pratique aussi. Donc ça c'est un peu gros quand même comme commande d'un coup. Donc c'est quand même agréable à visualiser. Donc on va partir de cette situation initiale là. Donc on a le dépôt Git qui est représenté ici. Donc là j'ai juste affiché des noms plus clairs pour les commits pour pas que ça prenne tout l'écran. Donc A, B, C, D, en pratique ce sera des H. Et donc on voit qu'on a plusieurs commits, on en a 1, 2, 3, 4, 5, on a 7 commits, on a 2 branches, donc la branche master et la branche release, et on a 2 tags, le tag de la version 1, le tag de la version 2. Initialement, on pointe vers master, donc git checkout master, il permet de dire à head et au répertoire de travail de pointer vers master. Donc la branche master qui pointe elle-même vers eux. On peut changer donc de branche courante en tapant git checkout releases. Donc ça va faire pointer head vers release. Et ça va aussi mettre à jour le répertoire de travail. Donc tous nos fichiers vont correspondre à ceux de R2. On peut aussi faire ça vers un commit. Donc git checkout du commit C. C'est tout pareil. Donc on pointe vers ce commit là et notre répertoire de travail c'est le contenu de C. Par contre, on est dans un état détaché. Donc ça veut dire qu'on va créer un commit qui sera plus rattaché à une branche. Donc on risque de perdre des choses si on ne manipule pas les branches comme il faut après. Donc en général, Git, il nous insulte dès qu'on le fait. Donc dès que vous serez en état détaché, dès que vous avez tapé une commande Git, tout sera affiché en gros, attention, vous êtes en état détaché, créer un commit, c'est un peu dangereux.
Donc vous pouvez revenir en état détaché en créant une branche à cet endroit-là ou en vous remettant dans une branche avec git checkout le nom d'une branche. Vous faire la même chose avec un tag. Et un tag, c'est exactement la même chose que le faire directement sur un commit, donc vous serez aussi dans un état détaché dans ce cas-là. Et donc j'ai pas fait ça sur le schéma, vous pouvez faire la même chose avec git reset qui va juste ne pas modifier votre répertoire de travail en même temps que votre head. Donc git reset par contre, il faut que et git checkout aussi en général, il vaut mieux que vous soyez dans un état propre à la base. Si vous avez des fichiers qui traînent qui n'ont pas été encore committés, c'est pas une bonne idée de changer comme ça de branche. Donc ben, c'est la fin là je pense de ce cours de prise en main sur Git. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'on apprend beaucoup mieux en pratiquant. Donc on va passer maintenant au TP de prise en main de Git, avant de faire un deuxième cours sur la gestion des branches, comment